En ce qui est de la première condition, la Cour fait remarquer que celle-ci n'est pas observée. En effet, pour elle, la fiche d'observation transmise au requérant par la commission d'enquête n'avait pas une portée informative concernant un quelconque grief lui reproché sur des faits précis, mais elle avait plutôt la nature d'une simple demande d'information d'ordre général. Dès lors, la Cour relève que, quand bien même le requérant avait répondu aux questions de la commission d'enquête, le bureau de l'Assemblée provinciale susvisée était dans l'obligation d'informer les requérants des conclusions de l'enquête assorties des griefs de détournement qui ont été établis à sa charge. En outre, précise-t-elle, il devait notifier au requérant que la procédure tendant à l'autorisation de poursuite judiciaire contre lui et sa mise en accusation par l'Assemblée plénière, l'autorité des sanctions en l'occurrence était engagée en son encontre ainsi que la date fixée pour en débattre. Quant à la deuxième condition, la Cour fait observer qu'elle relève même de l'idée d'un procès équitable et constitue l'un des critères fondamentaux d'un État de droit. À cet effet, le délai entre la notification des faits imputés à une personne et la comparution de celle-ci pour débattre de la question devant les juges ou l'autorité doit être raisonnable, c'est-à-dire ni trop long ni trop court, et devra au surplus mettre la personne concernée en mesure d'organiser sa défense afin de la présenter utilement. Elle rappelle à cet effet sa jurisprudence dans laquelle il a été jugé que le délai minimum de 48 heures doit être respecté conformément à l'article 146 alinéa 3 de la Constitution avant tout débat ou un quelconque vote tendant à une sanction ou privation de droit. La Cour constate que cette condition n'est pas remplie, en ce que, outre le fait que le requérant n'a pas été informé des conclusions de l'enquête l'incriminant, aucun délai ne lui a été accordé par la défenderesse en inconstitutionnalité afin de préparer sa défense dans la procédure ayant conduit à l'autorisation de poursuite contre lui et à sa mise en examen. Pour la Cour, la défenderesse en inconstitutionnalité aurait dû prendre en compte la gravité des faits pénaux reprochés au requérant en notifiant et en lui accordant un délai raisonnable pour répondre au risque de piétiner le sacro-saint droit de la défense. S'agissant de la troisième condition, celle relative au droit d'être mis dans les dispositions de présenter effectivement sa défense, la Cour note que celle-ci voudrait que la personne sur laquelle pèse un risque de sanction ait la possibilité de présenter effectivement ses observations écrites ou orales dans la procédure engagée contre elle, soit par elle-même ou par le biais d'un défenseur de son choix. Pour la Cour, dans les cas sous examen, le requérant était mis dans l'impossibilité de présenter effectivement ce moyen de défense, en ce que, faute de la réunion des deux premières conditions, ni lui ni ses conseils n'ont jamais été entendus par l'Assemblée plénière sur les griefs retenus contre lui avant l'adoption des résolutions incriminées. La Cour relève en outre qu'il n'existe aucun fondement constitutionnel, légal ou réglementaire permettant d'établir l'existence d'une quelconque spécificité dans la perception de droit de la défense en matière de mise en accusation comme la Cour constitutionnelle. Elle est chargée du contrôle des constitutionnalités des traités et accords internationaux, des lois, des actes ayant force de loi, des édits, des règlements intérieurs des chambres parlementaires, du Congrès et des institutions d'appui à la démocratie ainsi que des actes réglementaires. En l'espèce, elle constate que le requérant soumet à son contrôle qui ne sont ni des actes législatifs, ni des actes réglementaires, mais plutôt des actes d'assemblée qui ne rentrent pas dans la nomenclature des actes de compétence de la Cour. Cependant, la Cour rappelle que, par sa jurisprudence qui se fonde sur l'idéal de l'état de droit découlant de l'article 1er de la Constitution et du fait que l'article 150 alinéa 1er de celle-ci attribue au pouvoir judiciaire, dont elle fait partie, la charge de garantir les libertés individuelles, elle a étendu sa compétence pour connaître de la constitutionnalité de tout acte d'assemblée politique délibérante, à la double condition que l'acte déféré ne relève de la compétence matérielle
celle d'aucun autre juge et que le requérant invoque la violation d'un droit fondamental auquel la Constitution accorde une protection particulière. Dans le cas sous examen, s'agissant de la première condition, la Cour note que ces actes ne relèvent de la compétence matérielle d'aucune juridiction, prouvant ainsi l'indisponibilité de voies de recours en leur encontre. Quant à la deuxième condition, le requérant allègue la violation des droits de la défense, droit auquel la Constitution attache une protection particulière en ses articles 19 alinéa 3 et 61.5. Contrairement à l'affirmation de la défenderesse en inconstitutionnalité, selon laquelle la Cour n'est pas compétente pour connaître d'une contestation portant sur des résolutions parlementaires de mise en accusation d'un contentieux de nature politique et institutionnelle, la Cour tient à préciser que les résolutions incriminées font partie intégrante de la catégorie d'actes d'assemblée entendus dans sa jurisprudence, les actes non législatifs d'une chambre parlementaire, plus exactement ceux qui concourent au bon fonctionnement de celle-ci, en dehors de sa mission d'élaborer la loi, c'est-à-dire dans le cadre de l'exercice de ses attributions extra-législatives. Eu égard à ce qui précède, la Cour se déclarera compétente. Concernant la recevabilité, la Cour note que l'article 88 alinéa 1er et 2 de la Constitution, de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui dispose « La loi est saisie, la Cour est saisie par requête des parties ou du procureur général déposée contre récépissé au greffe, sauf lorsqu'elle émane du pouvoir du procureur général. La requête mentionne sous peine d'irrecevabilité les noms, qualité et adresse du requérant ainsi que l'objet et les moyens de la demande. » Elle rappelle que cette disposition est reprise et complétée par l'article 91 alinéa 2 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle qui dispose « La requête est dactylographiée et signée par la partie elle-même ou par un avocat dûment mandaté. » Dans les cas d'espèce, la Cour constate que la requête qui l'a saisie renseigne les noms, adresse du requérant et l'objet, ainsi que les moyens de la demande. En outre, la Cour relève du mémoire en réponse de la défenderesse en inconstitutionnalité que celle-ci soutient qu'au-delà des conditions fixées à l'article 91 alinéa 2 de son règlement intérieur, toute requête en inconstitutionnalité doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagnée des pièces justificatives sur lesquelles le requérant entend fonder ses moyens. Y répondant, la Cour note que cet argument manque de fondement tant légal, réglementaire que factuel. En effet, aucun texte juridique ne pose une telle condition sous peine d'irrecevabilité du dossier de la cause sous examen. Un inventaire des pièces signé par l'avocat Biaya Mukendi José a été déposé au greffe de la Cour en la même date que la présente requête. En conséquence, la Cour dira cette requête recevable. Examinant le fond de la cause, la Cour constate que le requérant fonde sa requête sur deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation des droits de la défense consacrés aux articles 19 alinéa 3 et 61.5 de la Constitution, en ce que les résolutions attaquées ont été adoptées à la suite des procédures d'enquête en commission et des votes en plénière lors desquels le requérant a été empêché de présenter ses moyens de défense sur les greffes mis à sa charge. Le second moyen est quant à lui relatif à la violation de l'arrêt R. 192 du dit règlement intérieur en harmonie avec le respect des droits de la défense garantis par les articles 19 alinéa 3 et 61.5 de la Constitution. La Cour indique qu'elle n'examinera pas le second moyen en ce qu'elle n'a pas reçu pouvoir d'examiner la conformité des actes d'assemblée en ses propres arrêts ou de contrôler la violation de ceux-ci. À cet effet, elle n'examinera que le premier moyen. Abordant ces moyens, la Cour le dira fondé. En effet, elle note que les articles 19 alinéa 3 et 61.5 de la Constitution disposent respectivement ce qui suit. Le droit de la défense est organisé et garanti. 2. En aucun cas,
Et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence, l'exercice de droit de la défense n'est pas soumis à une modalité précise, car aucune disposition légale ou réglementaire n'exige que l'audition se fasse exclusivement. À cet effet, la Cour rappelle sa jurisprudence abondante dans laquelle elle a fait observer que le droit de la défense comporte essentiellement 3 composantes indissociables. D'abord, le droit pour la personne mise en cause d'être dûment informée qu'une procédure pouvant aboutir à une sanction est engagée contre elle et de recevoir communication des griefs mis à sa charge. Ensuite, le droit de disposer d'un laps de temps nécessaire pour préparer sa défense. Et enfin, le droit d'être mis dans les dispositions de présenter effectivement sa défense. Pour elle, l'effectivité de l'exercice et du respect des droits de la défense est soumise à la réunion de ses conditions générales et abstraites. Il n'appartient donc pas à la défenderesse en inconstitutionnalité ou à toute autre autorité sanctionnatrice de définir l'étendue et les limites de l'exercice du droit de la défense au risque de promouvoir l'arbitraire dans son chef. En l'espèce, la Cour constate qu'aucune pièce du dossier n'est à même de lui permettre